Une production des studios Bars. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Nouveau segment Vox Pop à silence on roule. Perte importante chez Ford et Toyota assemblera un nouveau VUS électrique aux États-Unis. L'avenir de Fisker est de plus en plus incertain. Les membres du circuit électrique ont maintenant accès aux bornes du réseau Ivy et la Fiat 500e arrive au Canada. Chronique par où commencer, on parle des préparations pour les vacances estivales. Le verre à moitié plein, on parle de faire attention aux titres pompeux dans les médias. Et en grande entrevue, nous avons l'entreprise Axo qui nous parle de sa solution pour recharge en multilogement. Eddie. Le SGVI, lui, c'est une formule logicielle, donc une formule cloud, donc des bornes qui sont connectées à Internet. On va faire un plan de charge intelligent avec ça pour être capable de recharger le plus de véhicules possible. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 173 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, alors bienvenue tout le monde, bienvenue également à tous nos nouveaux auditeurs. On a toujours un petit boost en langue de Shakespeare, là, une petite remontée de téléchargement et d'auditeurs lorsqu'on revient de grands événements comme le Salon du véhicule électrique de Montréal où on était présent dans les dernières semaines. On a fait beaucoup là, de captations devant public là-bas et plein de trucs. Donc, évidemment, on se fait voir un peu plus. Les gens voient qu'on existe. Ils ne savaient pas. Ils se magasinent une voiture. Puis ils ramassent l'information sur le podcast. Et là, on a des nouveaux auditeurs. Donc, si vous êtes parmi ceux-là, bienvenue. J'espère que vous allez apprécier le podcast et que vous allez y trouver là une source d'information qui saura vous aider ou vous guider dans l'achat de votre première voiture électrique. Et si vous êtes déjà propriétaire, qui pourra vous donner de l'information supplémentaire pour mieux comprendre l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour des voitures électriques. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, donc que vous nous écoutez de façon aléatoire, la meilleure façon, c'est de s'abonner. C'est gratuit, ça coûte strictement rien. Abonnement.silenceonroule.com ou encore aller sur le site web silenceonroule.com. Vous allez avoir toute l'information pour vous abonner. Ça vous permet de recevoir automatiquement tous les épisodes sur votre appareil mobile et également certains épisodes hors série qu'on ne rend pas disponibles sur notre site web, comme par exemple certaines entrevues qu'on a fait au Salon du véhicule électrique de Montréal. Pour les entendre, il faut être abonné, évidemment. Donc, faites-le. Ça coûte rien et ça vous permet de rien manquer. On va débuter dès cet épisode-ci à vous diffuser une nouvelle chronique qui, en fait, c'est pas une chronique, c'est un Vox Pop, c'est un segment Vox Pop. Donc, pendant le Salon du véhicule électrique de Montréal, moi et plusieurs de mes collègues, on s'est promenés, on a posé plein de questions aux gens qui étaient là. Donc, on voulait entendre votre opinion, votre perception, votre vision sur différents sujets. Donc, on commence ça dès aujourd'hui, un peu plus tard dans l'émission. Il va y avoir un segment Vox Pop où on vous pose des questions. La question aujourd'hui, c'était très simple, c'est est-ce que le fait que le gouvernement a annoncé un retrait progressif des incitatifs, des subventions provinciales, ça a un impact sur votre décision d'achat. Donc, allez-vous accélérer votre décision d'achat? Y allez-vous plus vite pour être certain d'avoir la pleine subvention ou au contraire, non, ça a moins d'impact pour vous? Donc, on vous a sondé là-dessus, mais il y a plein de sujets. Donc, dans les prochains épisodes, dans les prochaines semaines, manquez pas ça. C'est intéressant d'avoir votre point de vue à vous. On vous donne la parole. Aujourd'hui, un épisode bien rempli, ma foi. On a évidemment une chronique par où commencer avec Sébastien Côté pour les débutants. Donc, on va parler des vacances estivales. On se prépare. C'est notre première voiture électrique. On veut s'organiser. Je vous rappelle la chronique par où commencer de Sébastien. Chronique pour les débutants. Gênez-vous pas. Puis elles sont disponibles sur le site de l'AVEQ également. Si vous allez à aveq.ca, dans les guides en ligne, là, il y a le guide pour les débutants. Puis toutes les chroniques de Sébastien sont là. Manquez pas ça. C'est intéressant pour avoir les éléments un petit peu plus de base. On a Daniel Rochefort dans sa chronique Le verre à moitié plein aujourd'hui qui nous parle parfois des actualités avec des titres un peu pompeux ou un peu ce qu'on appelle en anglais le clickbait, là, dont le titre est très, très, très nous fait réagir. Puis finalement, quand on lit l'article, on se rend compte que c'est tout autre. Et puis ça a mené tout un tollé là, dans les dernières semaines avec une information qui laissait présager que Hydro-Québec s'apprêtait à vendre ses bornes de recharge aux pétrolières.
Donc, on fait le point là-dessus là, avec Daniel Rochefort. Manquez pas ça. Et évidemment, en grande entrevue aujourd'hui, très intéressant, on va avoir une entrevue avec les gens de chez Axo, une filiale d'Hydro-Québec. Ils vont nous parler de leur solution qui s'appelle Eddy, qui est une solution pour les gens en multilogement, que ce soit un bloc appartement ou encore des condos. Là, on sait que c'est parfois un enjeu d'être capable de connecter une multitude de bornes puis que ça soit facturé aux bonnes personnes, etc. Donc, ils offrent un système vraiment performant, vraiment novateur, différent de ce qu'on offrait à venir jusqu'à présent. Donc, je vous conseille d'écouter ça pour avoir toute l'information. Mais sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Il y a 2 semaines, lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, Ford a fait état de pertes importantes sur les véhicules électriques, mais a tout de même promis de produire des modèles moins chers. Comme l'a rapporté CNN, Ford a déclaré que son unité commerciale Modèle E, axée sur la rentabilité à long terme des véhicules électriques, a perdu 1,3 milliard de dollars américains au premier trimestre, soit 132 000 dollars américains par 10 000 véhicules électriques vendus. Les ventes ont baissé de 20 % par rapport à l'année précédente, mais les revenus ont chuté, eux, de 84 %, ce que Ford attribue aux réductions de prix des véhicules électriques à l'échelle de l'industrie. Toyota se prépare à l'assemblage de tout nouveaux VUS électriques à 3 rangées aux États-Unis dans le cadre d'un nouvel investissement de 1,4 milliard de dollars américains dans son usine de Princeton en Indiana, confirmant ainsi l'engagement de Toyota à réinvestir ses bénéfices dans ses activités aux États-Unis et porter l'investissement en Indiana à 8 milliards de dollars américains. Cet investissement permettra non seulement de construire un tout nouveau véhicule électrique, mais aussi d'ajouter une nouvelle chaîne d'assemblage de batteries utilisant des batteries lithium-ion fournies par Toyota Battery Manufacturing North Carolina, un investissement de 13,9 milliards de dollars américains dont la production devrait débuter en 2025. On le sait, l'avenir de l'entreprise Fisker est vraiment très risqué et 4 entreprises seraient toujours intéressées par le sauvetage de Fisker. En effet, Fisker a connu des mois chaotique, c'est le moins que l'on puisse dire, et la société a récemment déclaré qu'elle devrait s'associer avec un autre constructeur automobile pour éviter de faire faillite. Mais les pourparlers avec Nissan ont échoué. Et suite à cet échec, Fisker a réduit les prix des VUS Ocean. Malgré tout, il semblerait qu'il existe encore une petite lueur d'espoir. Selon le Business Insider, le PDG de Fisker a réuni le personnel la semaine dernière et a informé les employés qu'au moins 4 constructeurs automobiles étaient toujours intéressés par une participation potentielle dans l'entreprise. Ils ont déclaré que 4 constructeurs automobiles ont signé des accords de confidentialité et ceci permet évidemment de voir s'il sera possible d'évaluer à temps le projet afin de sauver l'entreprise. Une bonne nouvelle pour le marché du véhicule électrique d'occasion aux États-Unis. Selon le détaillant CarMax, le prix moyen des véhicules électriques d'occasion les plus populaires aux États-Unis ont chuté de jusqu'à 5 000 $
par rapport à l'année précédente. Les données sur les ventes du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 ont démontré que CarMax vendait principalement les modèles 3 et les modèles Y et des Nissan Leaf. Elles étaient également les plus vendues dans un rapport de CarMax publié en 2023, mais depuis lors, le prix moyen des 3 véhicules ont chuté. Le rapport actuel indiquait que le prix moyen de 34 000 $ américains pour la modèle 3, de 43 800 pour la modèle Y et de 18 460 pour la Nissan Leaf était maintenant présent au carnet. Toujours selon CarMax, dans l'ensemble, parmi les meilleurs vendeurs, le prix moyen ont diminué de 3 000 à 5 000 par rapport à l'année précédente. Une tendance qui se fait sentir de plus en plus, la Colombie-Britannique interdit l'autonomie routière de niveau 3 et plus. Ceci, évidemment, met un frein et des limitations à ce que pourrait, par exemple, développer Tesla et d'autres fabricants en termes de conduite autonome. L'interdiction par le gouvernement de la Colombie-Britannique de permettre l'autonomie niveau 3 pour les véhicules vise à protéger les usagers vulnérables de la province. Depuis le 5 avril, la nouvelle loi de la Colombie-Britannique stipule que les voitures dotées d'une autonomie de niveau 3, 4 et 5 ne peuvent pas circuler sur les routes publiques ni utiliser de système de conduite autonome à haute automatisation. L'exception concerne les véhicules qui font partie d'un projet pilote approuvé par le gouvernement, indique le gouvernement de la Colombie-Britannique. Les sanctions pour la conduite avec un tel véhicule, sans les approbations ou les permis nécessaires, pourraient permettre des amendes allant de 368 à 2 000 $ et 6 mois de prison. Un 2 semaines très faste au niveau d'Hydro-Québec et du circuit électrique. D'une part, il y a plus d'une semaine, un article avec un titre peut-être un peu trompeur et de l'information pas tout à fait bullseye, comme on dit, laissait croire aux lecteurs que le circuit électrique s'apprêtait à vendre ses bornes à l'entreprise privée, ce qui a été assez rapidement démenti par le circuit électrique par le biais d'un communiqué la journée même. Et par ailleurs, si on y va dans les bonnes nouvelles, le circuit électrique a également annoncé qu'elle ajoutait à son offre de réseau interopérable le populaire réseau ontarien Ivy. Ce qui veut donc dire que maintenant, un membre du circuit électrique qui utilise l'application et les réseaux partenaires peut, en plus du circuit électrique et évidemment Flow qui est interopérable depuis les tout débuts, se recharger également sur le réseau branché ChargePoint, Switch, Shell Recharge, Hypercharge, Zeph Energy, Stay in Charge et le réseau ontarien Ivy. La Kia EV3 abordable devrait donner à Kia une longueur d'avance sur d'innombrables rivaux. Et ce n'est pas tout car Kia vise 8 modèles électriques aux États-Unis d'ici 2029 et elle veut s'imposer comme un chef de file en matière de véhicules électriques abordables. Kia a démontré qu'elle peut créer des véhicules gagnants comme le V6 ou le V9 à 3 rangées, mais elle croit également qu'elle est sur le point de dépasser la compétition dans la fabrication de véhicules abordables. Pour la prochaine poussée vers le monde électrique, avec son prochain multisegment sous-compact EV3 et sa berline EV4, Kia s'attend à voir une augmentation significative de l'adoption des véhicules électriques, a déclaré un dirigeant dans une récente entrevue. Le premier lot de véhicules électriques Fiat 500 2024 a officiellement accosté en sol canadien. Arrivé à Halifax en Nouvelle-Écosse, ces voitures électriques de conception italienne marquent une étape importante pour Stellantis dans l'introduction de son premier modèle entièrement électrique de la gamme Fiat en Amérique du Nord. Cette itération de l'emblématique modèle Fiat 500 promet une option écologique pour les conducteurs canadiens, à commencer par le Québec et la Colombie-Britannique. En fait saillant, elle est arrivée au Canada et les premières Fiat 500 2024 sont à Halifax en Nouvelle-Écosse. C'est une abordabilité et incitative car à un prix concurrentiel de 42 000 $, la Fiat 500 est admissible pour les rabais fédéraux et provinciaux sur les véhicules électriques, donc 5 000 et 7 000 $ au Québec. La campagne est soutenue par des célébrités. La campagne publicitaire nationale met en vedette Spike Lee et Giancarlo Esposito. Et sur le plan d'expansion, la disponibilité de la Fiat 500e augmentera dans les autres provinces à mesure que la production augmentera. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Par où commencer est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca
Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bonjour mon cher ami. Bonjour Martin. L'été s'en vient, puis je vais te dire, j'ai hâte. Je sais pas toi là, mais j'ai hâte. Oui, on a toute une météo qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va commencer cet été-là. Oui, non, je sais bien. Puis en plus, on se plaint puis on n'a pas eu d'hiver, mais en même temps, pas avoir d'hiver, ça fait pas en sorte qu'on a moins hâte d'avoir l'été. Effectivement. Puis qui dit été, dit évidemment forcément peut-être des petites vacances, des escapades. En tout cas, on a généralement un train de vie un peu plus lousse, pour utiliser le terme consacré, sur nos déplacements. On est un peu moins inquiète aussi là, de la météo puis des intempéries qui peuvent arriver. Mais quand on veut faire des balades un peu plus longues, qu'on a des déplacements à préparer pendant l'été, est-ce qu'il y a des préparations particulières qu'on doit tenir en compte quand on roule avec une voiture électrique? Oui, mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça. Juste pour commencer, je vais me limiter principalement aux déplacements qu'on va faire au Québec ou dans les provinces autour. Pour les déplacements vraiment hors Québec plus côté américain, ça va être dédié dans un prochain épisode. Fait que soyez à l'affût de notre calendrier. Oui, on a un épisode là, où on va vraiment traiter des déplacements puis comment on se recharge quand on n'est pas au Québec. Mais là, on suppose qu'on se promène au Québec. On peut aller moyennement ou loin, mais au Québec. Exact. Donc, les déplacements au Québec sont relativement faciles parce qu'on a beaucoup de bornes. Il y a beaucoup de choix aussi de faire notre trajet en fonction. Il y a des bornes à plusieurs places, souvent stratégiquement placées pour le tourisme en plus. Puis on pourrait même les choisir en fonction de ça. Donc, il s'agit tout simplement d'utiliser les bonnes applications, puis notre planification se fait super facilement. Quand tu dis de choisir les bonnes applications, on parle de quoi? Là? Une application pour localiser ou identifier avant notre départ, là où on va possiblement arrêter? Oui, mais en fait, j'en verrai comme 3. Là, je vais en nommer un peu plus tard, là, mais il y a vraiment comme la localisation des bornes pour le démarrage des bornes. On va prendre exemple le circuit électrique. Mais aussi les catégories de planificateurs. Tu sais, il y a certaines applications, le circuit électrique va avoir un planificateur, mais bon, ABRP, A Better Route Planner, va être utilisé aussi pour faire de la planification. Lui, il va nous suggérer par où passer pour faciliter nos accès aux bornes de recharge. Donc, il pourrait, par exemple, nous faire prendre une route qui n'est pas celle qu'on prend d'habitude, mais ça va être une route où ça va être plus facile à arrêter, se charger, puis ils vont déjà déterminer là où on charge. Oui, puis là, à ce moment-là, ben, il n'y a pas une recette miracle d'une seule application, à mon avis. Il faut faire comme un mix de toutes les applications, là, il y en a 3 que je dirais en général. Je me trompe-tu, Sébastien? Puis là, je te sors peut-être de ton script, là, mais je me trompe-tu si je dis qu'au Québec particulièrement, l'été encore plus particulièrement, oui, on peut planifier, surtout si on va très loin, mais moi, il m'arrive de plus en plus maintenant de décider que je pars quelque part, puis il y en a tellement, là, puis on vient qu'on le sait un peu là, sur la 20, sur la 40, on sait à peu près où ils sont, tout ça. Je me fais plus autant qu'avant un scénario ou un plan, je vais arrêter à telle heure, à telle place. Ça devient pas tout à fait, mais presque aussi intuitif qu'avec les stations-service, c'est-à-dire qu'on va en croisant en chemin puis on va s'arrêter. C'est dangereux de faire ça? Ben, je dirais que non, parce qu'on finit par soit connaître notre véhicule, connaître la géographie des bornes puis toutes ces choses-là. Puis aussitôt qu'on le fait, le trajet, on va aller à Québec 2-3 fois, on ne regarde plus rien. On va à Sherbrooke 2-3 fois, on ne regarde plus rien. Donc, on finit par vraiment, ça devient comme vraiment naturel. Oui, c'est ça. Puis, l'autre élément qu'il faut entrer en ligne de compte, puis je pense que ça vient un peu avec la logique, c'est un long déplacement, ou en tout cas se promener au Québec. Si on part avec une voiture qui était chargée, puis qui est une voiture récente, là, on va avoir quoi, 300 km et peut-être même un peu plus. Je veux dire, on n'arrêtera pas 10 fois dans la journée pour se charger. Là, on n'aura pas besoin d'arrêter beaucoup. À la limite, si on arrête, on part le matin, puis qu'on arrête sur l'heure du dîner, puis qu'on change pendant qu'on mange, on va pouvoir rouler quasiment jusqu'à l'heure du souper. Donc, finalement, arrêter charger, est-ce qu'il faut nécessairement, ou en tout cas, c'est peut-être une bonne idée de faire arriver ça avec les repas? Je me trompe-tu si je dis ça? Non, oui, effectivement. On va essayer d'y aller vers ces arrêts-là naturels, de se nourrir, dégourdir les enfants, d'aller visiter le zoo ou des visites comme ça, que justement, on va essayer de matcher ça avec des recharges, soit aux bornes rapides ou soit à la borne de niveau 2 du lieu touristique que vous allez visiter. Puis là, comme tu as mentionné, l'été, souvent, on va faire tellement de kilométrage qu'on
on n'aura pas besoin d'arrêter aussi souvent. Donc, la planification est un grand mot parce que... Oui. Je pense qu'un élément qu'il faut faire attention, Sébastien, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est que parfois, on regarde notre trajet et on se dit, de mon point de départ, par exemple la maison, à mon point d'arrivée, mettons le zoo, pour reprendre ton exemple, je me rends sans charger. Mais sur place, là-bas, il y a des bornes niveau 2. Je vais passer une partie de la journée là-bas. Je vais me charger sur des niveaux 2 là-bas. Il faut par contre garder en tête que ça se peut que quand on va arriver au zoo, les quelques bornes du zoo vont être occupées. Donc, notre scénario de se charger sur un niveau 2 rendu là-bas, ça se peut que ça tombe à l'eau. Et là, il faut peut-être avoir prévu qu'on va devoir arrêter ailleurs, se charger peut-être sur une borne rapide à proximité ou sur le chemin du retour. Bien, c'est là que le mot planification peut-être prend son sens. Justement, on n'y va pas nécessairement avec un plan B, mais idéalement, ça serait de se recharger sur place. Mais si on n'a pas la possibilité, on peut regarder ce qui se fait autour. Puis si au retour, peut-être même je peux arrêter aux 3/4 de mon retour pour finaliser, juste pour me rendre chez nous. Ouais. Donc, d'avoir peut-être une ou deux options n'est pas mauvais de ce côté-là. Ouais. Il y a comme, je te dirais, il y a comme deux façons aussi de se déplacer, là. Hiver comme été, mais l'été plus particulièrement. C'est que parfois, on s'en va en quelque part, puis notre but, c'est d'arriver là le plus vite possible. Genre, j'ai de la famille en Gaspésie, puis je m'en vais passer une semaine dans ma famille, et là, je me dépêche. Je suis habitué d'y aller en Gaspésie, je viens de là, ma famille est là-bas, donc mon but, c'est de partir de la maison et d'arriver en Gaspésie le plus vite possible. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est je ne suis pas du tout quelqu'un de la Gaspésie. Ça fait 10 ans que je me dis que je vais aller visiter ce coin-là. Et là, on part avec les enfants, puis on va aller faire un voyage qui va durer une semaine ou deux en Gaspésie. Là, on n'est pas en mode « faut que ça aille le plus vite possible ». On est en mode où on veut plutôt profiter des endroits en chemin, puis arrêter, puis voir tout ce qu'il y a à voir. Donc, c'est une planification un peu différente en termes de scénario de recharge également. Oui, le déplacement rapide, avec les applications comme ABRP, on pourrait dire, moi, je veux arrêter quand j'étais à 20 % de batterie, je veux monter à 80, je ne veux pas être là si longtemps, je veux des bornes de 100 kW et plus. Donc, on pourrait émettre des critères comme ça. À ce moment-là, notre voyage serait dans le point A à point B le plus rapide possible. Par contre, à l'inverse, si on butine d'une place à l'autre, en plus, on intercale peut-être des nuits à l'hôtel, des nuits à un bed and breakfast, chez le beau-frère ou ce qu'on pourrait se brancher. Mais là, à ce moment-là, notre planification est très différente parce qu'on peut arriver à cette destination-là à 10 % si on veut, puis là, on sait que le lendemain matin, on va être plein. Donc, la planification se fait vraiment différemment. Oui, puis en plus, si on se charge à destination dans de la parenté, par exemple, on va se brancher sur la borne de notre beau-frère ou peu importe, ou dans sa prise électrique avec une recharge niveau 1, puis on n'aura même pas à payer l'électricité finalement. Hein? C'est un scénario qui est très économique. Je te ramène sur quelque chose, par contre, là, si on voyage, surtout si on fait un voyage avec des enfants, puis tout ça, puis on est dans les vacances estivales, il y a des bonnes chances qu'on traîne un peu de matériel avec nous. Est-ce qu'il y a des préoccupations à y avoir par rapport à, je ne sais pas moi, la boîte de toit? On en a déjà parlé dans une chronique précédente, mais peut-être nous rappeler rapidement... Oui, on avait parlé des effets que ça faisait. En gros, vous allez affecter la consommation, soit beaucoup plus ou beaucoup moins, dépendant de ce que vous avez sur le véhicule. Donc, on avait conseillé peut-être de faire des tests au préalable. Vous connaissez votre véhicule dans le day-to-day avec à l'âge, avec rien dessus. Là, peut-être faire des tests un week-end, partir avec les 3 vélos, la boîte de toit, vérifier les effets. Comme ça, vous allez voir l'impact. Lors de votre planification, à ce moment-là, vous allez pouvoir jouer avec ces facteurs-là, puis pas avoir trop de mauvaises surprises live dans votre voyage. Puis, de toute façon, ceux qui ne le savent pas, les outils de planification, on va parler plus particulièrement des outils là, nominativement dans quelques instants, mais ces outils-là permettent dans les simulations, on peut dire qu'on a une remorque, qu'on a une boîte sur le toit, donc on a du poids supplémentaire dans le véhicule. Et la planification donc du trajet puis de l'autonomie du véhicule va tenir compte de cet élément qui n'est pas trop aérodynamique, là, qui est la boîte de toit, par exemple, ou le poids supplémentaire des bagages, des enfants, des vélos accrochés en arrière, puis tout ça. Donc, ça nous donne un coup de main. Parle-nous donc un peu, justement, de ces outils-là là, qui nous permettent de mieux voyager. C'est sûr qu'il y a d'autres chroniques. On avait parlé beaucoup plus en détail peut-être des outils, mais j'en nomme quelques-unes, puis chacun a ses préférés. Je n'ai pas de parti pris. Mais, on est agnostique à Silence on roule. C'est ça. L'application circuit électrique, on le sait, on peut faire la gestion des recharges publiques dans le fond, puis même à l'extérieur du Québec avec des réseaux partenaires, c'est interopérable. Donc, l'application va permettre de localiser des bornes, de démarrer les recharges. Il y a même un planificateur de voyage qui est fort intéressant.
J'aime bien le compléter avec ABRP, Better Route Planner, que lui, il y a beaucoup plus de critères qu'on peut mettre, comme on a parlé, là, différents facteurs qu'on peut mettre, beaucoup plus de critères. Puis selon aussi les courbes de recharge de nos autos, là, on pourrait rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pratique. Puis, dépendant du manufacturier automobile, on arrive assez précis avec ce outil-là. Ouais. Puis, le troisième, puis celui-là, il est assez important, je vais dire PlugShare, parce que la communauté est un peu plus grande peut-être que ChargeHub, mais ça en a un autre qui serait équivalente. Ça va permettre de voir la communauté va donner des commentaires sur certaines bornes. Donc, ça pourrait arriver dans votre voyage. On s'en va au Nouveau-Brunswick, puis à telle ville, bien, justement, la veille, il est arrivé un bris à la borne, peu importe le bris. On n'a plus accès à la borne, bien là, à ce moment-là, à Better Route Planner, au circuit électrique, ne le verra peut-être pas dans le moment instantané. Donc, à ce moment-là, bien, PlugShare, on va avoir Martin qui va être passé la veille, puis Martin va dire hey, ça ne marche pas. Dans ce moment-là, on va penser tout de suite à planifier, peut-être arrêter avant ou après. Il y a des photos aussi souvent, fait qu'on voit un peu de quoi a l'air le site, où sont situées les bornes, parce que des fois, il y a la borne sont derrière le centre d'achat. Là, tu arrives devant, on est où? Mais si tu as vu la photo puis que c'est en arrière, ben, ça t'aide à te positionner. Moi, j'ajouterais, Sébastien, en terminant, parce qu'on est déjà rendu à la fin, qu'il est bon aussi quand on prévoit arrêter à certains endroits pour se charger. On peut entrer dans Google ou quelque chose comme ça, voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Donc, pendant qu'on charge, si à un coin de rue de là, il y a un Tim Hortons ou il y a une salle, je sais pas moi, une arcade pour les enfants ou il y a un centre d'achat puis on en profite pour aller faire des emplettes, ben de voir ce qu'il y a un peu alentour, c'est pas une mauvaise idée. Surtout si on décide, on prédétermine à l'avance là où on va arrêter, ben des fois l'environnement immédiat autour des bornes peut être quelque chose qui est intéressant de connaître avant de partir. Là. Oui, puis on va donner une préférence à ce moment-là lors d'un prochain voyage en plus. Là. Tout à fait. Sébastien, si on a des questions, on veut te parler, où est-ce qu'on te rejoint? Sébastien.côté à silenceonroule.com. Merci mon cher ami, on s'en parle dans 2 semaines. Merci, au revoir. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro-Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Toujours en direct du Salon du véhicule électrique de Montréal. Silence, on roule avec Stéphane Nevers. Bonjour Stéphane. Bonjour Martin. Et on est en compagnie de Louis-Vincent Courchaine de l'entreprise Axo. Bonjour Louis-Vincent. Bonjour à vous deux. Question simple, mais peut-être à la fois complexe. Qu'est-ce qu'Axo? Très bonne question. Axo, on est une filiale d'Hydro-Québec, une entreprise de développement logiciel. On opère actuellement le circuit électrique, qui est le réseau public opéré par Hydro-Québec. Donc, nous, on fournit l'application mobile, le portail web pour gérer le circuit électrique. Et on lance en fin de semaine ici au Salon du véhicule électrique notre nouvelle solution qui s'appelle Eddy, qui est une plateforme de gestion de la recharge pour le multilogement, condo, tour d'appartements. Donc, vous m'avez expliqué un petit peu l'entreprise. C'est quoi les types de produits et les services offerts que Axo donne? Oui, donc avant, on était vraiment axé sur la recharge publique, comme je mentionnais, au niveau du circuit électrique. Donc, on offrait l'application mobile, portail web. Maintenant, on se concentre vers la recharge en multilogement. Donc, on a développé un système de gestion d'énergie pour véhicules électriques, un SGE-VE, qui permet en fait là, d'optimiser le nombre de bornes de recharge qu'on va être capable d'installer dans des tours d'habitation, comme je disais, à condos, appartements. Donc, le but, c'est d'installer le plus de bornes possible avec le moins d'infrastructures, donc de faire plus avec moins. OK. 2 questions. On va traduire
ce que veut dire SGEVE, parce que je suis persuadé que ce n'est pas tout le monde qui nous écoute qui comprend ce que ça veut dire. Oui, SGE, Système de gestion d'énergie pour VE, pour véhicules électriques. Une des 2 seules solutions approuvées par le Code du bâtiment, la Régie du bâtiment du Québec, pour déployer des bornes en multilogement. Il y a des dispositifs de délestage de charge qui sont approuvés, un système plus mécanique, plus matériel, si je peux dire. Le SGEVE, lui, c'est une formule logicielle, donc une formule cloud, donc des bornes qui sont connectées à Internet. On va faire un plan de charge intelligent avec ça pour être capable de recharger le plus de véhicules possible. OK. Et votre solution s'appelle EDI. EDI, c'est un nom inventé comme ça ou c'est l'acronyme de quelque chose? C'est un nom inventé. On voulait se dire, OK, ben, j'arrive le soir dans mon condo, je branche mon véhicule, puis EDI s'occupe du reste. On a regardé un peu qui étaient les pionniers de l'électricité, puis Thomas Edison est venu naturellement. Donc, on s'est dit, on prend le diminutif de Thomas Edison. Puis aussi, ça fait un peu un jeu entre édifices intelligents. Donc, on aimait bien le nom. Oui, c'est effectivement un très bon nom. Écoute, c'est pas tout le monde qui est familier avec ce que c'est les problématiques. Je pense qu'intuitivement, on comprend que dans un endroit où il y a beaucoup de résidences, d'appartements, à un moment donné, il y a des limites qui sont peut-être des limites électriques ou des limites en termes d'accessibilité à mesurer ce qu'on consomme. Mais explique-nous donc précisément, c'est quoi le problème qu'EDI vient régler? Si on n'a pas EDI, c'est quoi le problème qu'on a? En fait, il y a quelques problèmes. D'abord, la capacité électrique de l'immeuble peut être limitée si on calcule une borne de recharge en fonction de sa pleine puissance. Parfois, on va arriver qu'on va être capable seulement d'installer quelques bornes de recharge. Et là, ça va être difficile outre les premiers qui ont installé des bornes, mais pour les prochains, donc on va avoir une limitation au niveau de la puissance. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pour les condos, les tours d'habitation, on leur offre une plateforme complète au niveau de la gestion, de la facturation. Donc on s'assure que ça soit une gestion qui est simplifiée pour eux, donc facile de déployer des bornes de recharge. Notre but, c'est de mettre tout ça en commun. Donc, au lieu de faire un branchement individuel, donc d'aller se connecter sur chaque compteur de chaque personne, nous, on va utiliser des artères électriques communes, des artères électriques qui vont être utilisées par la copropriété, par exemple. Et là, on va être capable, avec un système de facturation, donc d'avoir un système qui est équitable, qui est optimisé, efficace pour tout le monde. Donc, vous dites que vous êtes capable d'aller chercher du courant puis l'amener à la borne du client sur des artères principales. Donc, comment est-ce que la plateforme est capable de gérer la facturation de l'électricité que les copropriétaires consomment réellement? Oui, donc les bornes vont être connectées à Internet par une passerelle Wi-Fi ou par un réseau filaire. C'est des bornes qui vont utiliser la technologie OCPP, une technologie qui est reconnue mondialement là, en termes de contrôle de bornes de recharge. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'un véhicule va être connecté, donc la borne va toujours attendre notre signal donc au niveau de la puissance qu'on va envoyer au véhicule. Et à la fin du mois, on va être capable de calculer le nombre d'énergie qui a été consommée par le véhicule et de faire une facturation adaptée soit au kilowattheure, soit par exemple un taux horaire ou quoi que ce soit. Donc, on va choisir qu'est-ce qui est le mieux pour la copropriété. En copropriété, c'est souvent pour l'énergie qui est consommée qu'on va payer. Les tours d'habitation qui sont dans le locatif, eux, peuvent aller chercher des fois un taux horaire parce qu'ils vont avoir quelques bornes pour l'ensemble des résidents. Donc, on a vraiment une facturation qui est flexible, qui s'adapte. Est-ce que vous fournissez aussi les bornes ou est-ce que chaque copropriétaire doit fournir la borne pour pouvoir être, je vais le dire grossièrement, sur le réseau EDI, là, où est-ce qu'ils habitent? Chaque copropriété va fournir sa borne. On travaille avec des électriciens qui, eux, vont s'occuper de l'installation, vont s'occuper de vendre la borne. Dès que la borne est connectée au Wi-Fi, EDI va comme prendre le contrôle de la borne, si je peux dire. Donc, on va être capable de réseauter la borne puis de la mettre dans notre application mobile puis dans notre portail par la suite. La première question qui me vient en tête, c'est en quoi cette solution-là diffère des autres solutions qui existaient déjà pour aider à gérer les problématiques de recharge en multilogement. Il y a des entreprises comme RVE ou d'autres qui ont déjà des solutions, mais je pense qu'ils attaquent le problème d'une façon différente. Peux-tu m'expliquer les nuances entre les autres systèmes et votre système? Oui, donc, comme je mentionnais, nous, EDI, un système de gestion d'énergie, on est en formule 100% logiciel, formule cloud. Donc, on n'a pas de matériel physique, donc de boîtier installé sur chaque compteur. Ça va limiter parfois l'espace qu'on va avoir besoin. Certains compteurs peuvent être difficilement accessibles, des tours d'habitation de 20-30 étages, des compteurs peuvent être au 15e, 20e étage. Donc, on n'a pas besoin d'aller se brancher sur chaque unité.
On priorise une mise en commun. On priorise, en fait, de diminuer les coûts au niveau de l'achat de matériel, de choses comme ça, et d'avoir un système aussi qui va s'adapter dans le futur, un système qui est avant-gardiste. Donc, le fait d'avoir un SGVE, quelque chose qui est logiciel, on peut pousser des mises à jour à distance, on peut s'assurer que tout est à jour en fonction des nouveaux protocoles, des nouveaux procédés de paiement, ou peu importe. Donc je comprends que votre solution étant logicielle, les autres solutions nécessitent de l'équipement physique qui va décider qui se charge puis quand il se charge. Donc, il y a une boîte qui alimente ou qui désalimente les bornes, alors que vous, les bornes sont toujours connectées, mais elles ne seront pas en recharge nécessairement. C'est de façon logicielle qu'on les démarre. C'est ça, c'est en plein ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à nos utilisateurs? Donc, arrivez à domicile, connectez votre véhicule. Puis ça peut arriver si vous arrivez à 18 heures en période peut-être de pointe, si on est l'hiver ou quoi que ce soit, il n'y aura peut-être pas de la puissance qui va être envoyée directement au véhicule, mais peut-être que la recharge va commencer juste à 20 heures, 21 heures ou pendant la nuit. Mais arrivez, connectez votre véhicule. Nous, comme ça, on est capable de savoir, OK, j'ai 30 véhicules de connectés. Comment est-ce que je peux distribuer ma puissance pour recharger tout le monde? Mais ça, c'est un point important. Vous ne faites pas juste dire « go, charge » ou « stop, charge plus ». Tu contrôles la quantité de puissance. Donc, tu pourrais dire à une borne charge à la moitié de la puissance que tu es capable de donner ou charge à la pleine puissance. Ça, vous contrôlez. C'est comme si ça avait un dimmer contrôle à distance. Exactement, oui. Vraiment comme un gradateur. Puis on va être capable de lire aussi les artères communes de l'immeuble. Donc, si, par exemple, le chauffage ou d'autres équipements va utiliser 70 % de la capacité, et nous, on va dire, OK, on doit travailler avec le 30 % restant. Mais comment tu le lis si tu n'as pas d'équipement? On a un petit ordinateur industriel. Ah, là, je viens de t'avoir. On a un ordinateur industriel qu'on installe dans la salle électrique avec un capteur de courant qui va seulement lire le transfo puis qui va nous donner l'information. OK. Donc, tu tiens compte de ce qui est tiré au total sur le circuit. Puis après ça, tu contrôles individuellement les bornes. Tu déduis ce qui reste d'espace disponible. Et comment tu gères ponctuellement, par exemple, quelqu'un qui revient de travailler, que son véhicule a besoin d'être chargé et cette journée-là, exceptionnellement, il y a des courses, il doit partir. Est-ce qu'il y a une façon de dire au système... Je le sais que normalement, tu m'aurais peut-être chargé plus tard, mais là, il faut que tu me charges maintenant. Oui, on a pensé à un système un peu de ticket modérateur, de priorisation de la recharge. Donc, on se disait, c'est logiciel, donc on peut faire comme on veut, mais on se disait peut-être 3 fois par mois, une personne pourrait prioriser sa recharge puis dire, OK, ben je quitte demain, je m'en vais en Gaspésie, j'ai un long trajet à faire. Est-ce que c'est possible d'être chargé en premier? Donc, ça, c'est possible. Donc, moi, je suis dans une copropriété, puis... comment que je fais pour avoir le service Eddy? Donc, moi, je suis le premier, par exemple, de ma copropriétaire qui s'intéresse à votre service. C'est-tu moi qui dois faire les démarches? Est-ce que je dois faire d'autres démarches auprès des autres copropriétaires? Le syndicat de copropriété. Hein. Souvent, oui, on va discuter avec le syndicat de copropriété. Mais par exemple, un résident peut nous contacter, on peut partager certaines informations sur notre solution, puis ensuite accompagner un peu le syndicat de copropriété dans la démarche. Il y a beaucoup de choses à savoir. Tu sais, des fois, les subventions, combien de bornes on doit installer, tout ça. Une étape critique aussi, c'est l'étude de capacité qui est obligatoire selon le Code de construction du Québec. Donc, chaque multilogement doit connaître le calcul de charge avant d'installer des bornes. C'est quelque chose qu'on fait, nous, chez Eddy. On est capable de dire, OK, bien, vous pouvez installer 20, 50, 100 bornes, peu importe. Et après ça, de faire un plan de déploiement avec eux, s'assurer que tout le monde ait sa borne de recharge. Pour pas que ce soit juste les 4-5 premiers qui soient favorisés, puis ensuite les autres qui arrivent, qui veulent acheter ou vendre un condo, veulent installer une borne. Ah, trop tard, on n'a plus de capacité. Donc, on vient prévenir un peu ce problème-là. Au niveau des coûts, si moi, j'ai une voiture électrique et que je suis dans un édifice qui fait affaire avec votre service Eddy, je devrais m'acheter ma borne qui devra, j'imagine, répondre à certains critères de connectivité pour que vous soyez capable de la contrôler. Donc, moi, j'ai le coût d'acquisition de la borne que je dois payer. Mais l'utilisation du système Eddy, vous ne devez pas le faire gratis. Donc, il y a une autre facture qui rentre, qui est le service de Eddy. Puis, comment ça fonctionne? C'est le syndicat qui reçoit la facture et est partagée entre le nombre de personnes qui utilisent votre service dans l'immeuble? Oui, exactement. Il y a un coût initial, en fait, pour l'achat de l'ordinateur de mesurage, un peu ces choses-là qui est payé par la copropriété, qui est admissible aux subventions. Ensuite, un frais comme d'activation de la borne, donc au SGVE, qui est également admissible aux subventions. Puis ensuite, chaque résident on va prélever, en fait, le montant, on va s'occuper de la facturation. Il y a un sou, mettons, du kilowattheure qui est gardé pour gérer les flux financiers. Donc, à la fin du mois, on s'occupe de transférer l'argent directement à la copropriété. Si la facture d'électricité était de 200 $ pour l'ensemble des recharges, on envoie 200 $ à la copropriété, puis le petit coût de facturation est payé par les utilisateurs. Okay. Donc, je comprends que la facture d'électricité pour les recharges
n'arrive pas sur le compte d'électricité des personnes. Là. Exactement. C'est une formule utilisateur-payeur, mais en utilisant un compteur commercial. Certains avantages, des fois, d'utiliser un compteur commercial qui appartient à la copropriété, c'est d'aller chercher des tarifications avantageuses avec Hydro-Québec. Notre étude de capacité en tient compte. Des fois, on peut dire, on va optimiser votre tarification, vous allez sauver X nombre de sous. Donc, tantôt, vous expliquiez un petit peu les démarches, là. Donc, vous allez faire des études, tout ça. Est-ce que vous êtes partout au Québec ou vous faites affaire avec des entrepreneurs qui sont dans des régions, par exemple, plus éloignées? Oui, nous, on est admissible partout au Québec, effectivement. On travaille avec déjà certains électriciens. On est ouvert aussi à travailler avec d'autres. Donc, s'il y a des électriciens qui souhaitent en apprendre plus, on les invite à communiquer avec nous. Notre équipe peut aussi accompagner, soit se déplacer sur place, dépendamment du projet. Donc, on y va un peu selon les besoins, mais effectivement disponible partout au Québec. Il me vient une question en tête. Puisque vous êtes capable de contrôler dynamiquement une ou plusieurs bornes qui sont connectées au système dans un édifice en particulier, il serait, je pense, logique de penser, en tout cas, que vous pourriez être intégré à des systèmes de contrôle dynamique de la puissance, par exemple, comme les défis ILO puis tout ça. Donc, vous pourriez dynamiquement baisser la puissance de l'ensemble d'un immeuble momentanément parce qu'on est en période de pointe, etc. Donc, est-ce que votre système est intégré ou il est prévu qu'il soit intégré à un système comme celui-là pour pouvoir faire du contrôle plus avancé? Oui, effectivement, on a déjà discuté avec les gens de chez ILO. On sait qu'en tant que filiale, notre but, c'est de coopérer puis de s'assurer que de pouvoir réduire notre impact sur le réseau là, dans les périodes critiques hivernales. Donc, c'est prévu. C'est pas actuellement disponible, mais c'est des choses qu'on prévoit faire puis de tester avec eux. Ça semble vraiment intéressant. Donc, pour nos auditeurs qui sont dans des cas de copropriété, s'ils veulent avoir plus d'informations, comment est-ce qu'ils sont capables d'atteindre cette documentation-là qu'ils peuvent aller chercher? Oui, on a lancé notre nouveau site web cette semaine. Donc, ils peuvent se rendre sur le site eddi.eco, eddie.eco, ou se rendre aussi sur la page d'Axo, qui est là, comme la filiale qui a propulsé cette solution-là. On est également au Salon du véhicule électrique tout le week-end, dans le même kiosque qu'Hydro-Québec, circuit électrique. Donc, facile à trouver pour avoir l'information. Louis-Vincent Courchaine de Axo, merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À vous deux. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation de Roulon électrique, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Équiterre. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonelectrique.ca. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. La semaine dernière, il y a un article qui m'a fait grimper dans les rideaux. C'est un article en apparence très sérieux à Radio-Canada par des journalistes très sérieux aussi. Ça m'a fait monter la moutarde au nez parce que j'y ai cru. Je me suis laissé berner par un titre sensationnaliste. Je suis Daniel Rochefort. Bienvenue à la chronique Le verre à moitié plein.
Hey boy! Commotion, je me suis senti trahi. Le titre de l'article « Borne de recharge, Hydro-Québec veut laisser sa place au secteur privé ». Avec en sous-titre que les stations d'essence sont prêtes à remplacer la société d'État et qu'elles risquent de faire payer plus cher. Là, je vous avouerai que mon verre était soudainement à moitié vide. Les conspirationnistes avaient donc raison. Le méchant gouvernement nous trahissait. Le jupon de la privatisation d'Hydro-Québec dépassait. Bon, ok, relax mon Dan, que je me suis dit, prends ton gaz égal. D'autant plus que ça n'a pas pris ni une ni deux que Circuit électrique a démenti l'article vigoureusement sur les médias sociaux. Il y avait anguille sous roche, comme disait mon paternel. Bref, je replace mon sens critique et je relis une fois, deux fois l'article et je cherche les sources, pas toujours évidentes à trouver. En fait, je vous rassure, cet article-là est une lecture totalement erronée, une lecture alarmiste de la situation. Si on lit bien l'article, pas juste le titre sensationnaliste, Hydro-Québec affirme pas du tout qu'ils souhaitent léguer leur réseau de recherche circuit électrique au privé. Tout cet article-là est un tissu de spéculation basé sur les demandes de l'ADEQ. C'est l'association qui représente les intérêts des stations-service et des distributeurs de carburant au Québec. Entre vous et moi, on ne sera pas étonné de la position des stations-service. Hein? Ils sentent bien que leur modèle d'affaires est menacé par l'électrification. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les journalistes de Radio-Canada se mettent à confondre les revendications de l'Association des vendeurs d'essence avec la volonté d'Hydro-Québec et du gouvernement. Pour la petite histoire, l'ADEQ a déposé il y a presque 1 an ces recommandations-là qui visaient à s'emparer du réseau de recherche publique, entre autres. Ils les ont émis dans un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec. Je vous mets le lien pour que vous puissiez vous indigner vous aussi. Cette consultation-là a pris fin en août 2023. Leur mémoire, c'est un mémoire parmi les 119 autres mémoires qui ont été déposés par des organisations et des citoyens. La plupart des mémoires, ils s'inquiètent plutôt devant les impacts du développement des nouvelles installations électriques et devant une possible privatisation partielle de la production puis de la distribution d'électricité, justement pas dans le même sens que celui de l'ADEQ qui préconise plutôt une forme de privatisation d'Hydro-Québec. Donc, en bref, les stations-service recommandent que le gouvernement retire Hydro-Québec du marché de la revente, gros guillemets, d'électricité carburant. Un nouveau terme. Après l'essence d'été, l'électricité carburant. En d'autres mots, l'électricité qu'on met dans des véhicules. En d'autres mots, les stations-service aimeraient être les seules à pouvoir mettre de l'électricité dans des voitures. Selon les vendeurs d'essence, Hydro-Québec doit plutôt se concentrer sur son rôle essentiel de producteur puis de fournisseur d'électricité. Ils vont même jusqu'à recommander que Hydro devrait leur fournir l'électricité à un coût qui rende la recherche publique rentable pour eux. Entendre aussi rentable que de vendre de l'essence, finalement. Genre que Hydro-Québec devrait leur donner l'électricité gratos pour que eux la revendent à un tarif qui pourrait en fait varier en fonction de la région, du jour, de l'heure, de la température, de l'humeur du gérant. Un peu plus, puis ils nous sortent le concept d'électricité carburant d'été. Je vais vous rassurer, contrairement à ce que l'article de Radio-Canada laisse croire, il n'y a rien, absolument rien qui laisse penser que le gouvernement ou Hydro-Québec a l'intention d'exaucer les vœux de l'Association des vendeurs de jus de dinosaures. Au contraire, si on lit bien la stratégie québécoise sur la recharge des véhicules électriques 2023-2030, la stratégie qui a été révélée 1 mois après la fin de la consultation publique que je vous ai nommée auparavant,
On préconise plutôt un bel équilibre entre un réseau public fort puis un réseau de recharge privé fort. Le tout pour encourager l'essor de l'électrification. Vous irez le lire par vous-même, cette stratégie-là. Je vous mets aussi le lien sur le site web de Silence on roule. On spécifie bien dans cette stratégie-là que Hydro-Québec maintient ses cibles d'installation de bornes tout en assurant le déploiement de l'offre de recharge en région éloignée et de la recharge pour les véhicules lourds. Le circuit électrique comptera en 2030, selon cette stratégie-là, 2530 bornes rapides, soit 38% des 6700 bornes rapides que devrait compter le Québec à ce moment-là. C'est déjà une grosse augmentation de la place du privé là, dans ce secteur-là. Actuellement, 60% des BRCC ils sont exploités par Hydro-Québec et en 2030, on vise que ce soit 38%. Mais privatiser circuit électrique, non, ça apparaît nulle part. Quant aux paroles en entrevue de la directrice de circuit électrique, selon laquelle Hydro-Québec laisserait la place au privé au-delà de 2030, ça veut pas dire que Hydro-Québec va se départir de son réseau, ça. En fait, ça veut juste dire que circuit électrique prévoit pas grossir infiniment au-delà du nombre qui va avoir été atteint en 2030, sauf probablement dans les régions qui seront laissées orphelines par les réseaux privés pour des questions de rentabilité. C'est normal, c'est logique. Les réseaux privés ils doivent répondre à des impératifs de rentabilité directe de leurs installations. Ça se comprend. Tandis que Hydro-Québec, sa mission prioritaire, c'est de s'assurer que personne n'est laissé pour compte en matière d'accès à l'énergie électrique. Pour ce qui est des tarifs plus élevés dans le réseau public, ils peuvent déjà le faire, les privés. Tesla le fait, Petro-Canada le fait, Flo le fait, dans une certaine mesure. Et en échange, ils offrent des avantages, souvent un service bonifié, souvent plus rapide, ou avec un nombre de bornes plus grand dans une même localisation. Encore là, d'avoir un réseau public fort qui appartient toujours à Hydro-Québec, ça va permettre de stabiliser les prix grâce à ces tarifs concurrentiels réglementés. Mais ça ne va pas empêcher les pétrolières qui veulent se lancer dans l'aventure de mettre le prix qu'ils veulent pour la recharge. Ce sera à eux de faire preuve d'imagination pour offrir un service avec une valeur ajoutée. Pour terminer, soyons honnêtes, les tarifs de la recharge publique, ils vont probablement augmenter dans la prochaine décennie, c'est sûr, mais jamais autant que le prix des carburants. D'autant plus que la majorité de la recharge, ça va continuer à se faire à la maison même après 2030. C'était le verre à moitié plein. Je vous souhaite de ne pas vous faire avoir par les informations alarmistes au sujet des véhicules électriques. Il y en a plein ces temps-ci. N'oubliez pas de relire 1 fois, 2 fois s'il le faut, et de vérifier vos sources. Au revoir. Vox Pop. 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 La question que nous avons posée cette semaine aux visiteurs du Salon du véhicule électrique de Montréal, est-ce que la décision du gouvernement provincial de réduire graduellement jusqu'à l'abolition complète des subventions provinciales est un facteur qui va jouer dans votre achat de véhicule électrique? Donc, est-ce que vous allez acheter plus vite ou est-ce que vous remettez en question votre achat? Voici ce qu'ont répondu les visiteurs. C'est sûr, là, moi j'ai une Louis Earn avec le 12 000, puis on dit que les véhicules vont baisser de coût, mais j'espère. C'est sûr, parce que c'est très cher. Les véhicules électriques, c'est très cher. Oui, ça va influencer, oui. Probablement non, parce qu'ils vont probablement réduire les prix. Ouais, vous venez commander un, on va l'avoir là. OK? Moi, je n'ai pas commandé. Ça m'arrive, oui, je serais influencé. C'est sûr que c'était 100 000 piastres, c'est pas la différence. Je vais prendre un délai, je vais attendre que les prix baissent. Oui, ça influence ma décision d'achat parce que je ne sais pas si je dois me dépêcher ou je prends un guess puis voir si vraiment les prix vont descendre. Si on
pense à l'expérience de l'Ontario, ben les prix n'ont pas descendu, puis le prix des les véhicules électriques, ben ils sont pris avec, ils les vendent pas. Non. Non, parce que je m'attends que les concessionnaires ils vont descendre le prix en conséquence. Oui, définitivement. Oui. Avant la fin de l'année, sinon on change de modèle. Oui. Je vais attendre un peu plus tard. Dans le fond, là, ça va peut-être accélérer maintenant, mais si je ne peux pas l'avoir pour la fin de 2024, je vais attendre plus tard parce que j'ai déjà un véhicule électrique. Un petit peu. Ça porte à réflexion. Et si le modèle que vous regardez, vous ne pouvez pas l'obtenir d'ici la fin de l'année, allez-vous changer de modèle ou vous allez accepter de perdre un 3 000 $ de subvention? Ça pourrait aller dans les deux sens. Moi, non. Mais je sais que ça joue, mais de toute façon, c'est sûr que ça allait partir parce que c'est une incitation, là. C'est pas éternel. Effectivement. Absolument. Soit que je me presse à l'acheter avant la fin de décembre 2024, ou soit que je retarde encore 2 ans avant d'en acheter un. Oui, ça l'accélère. Pas nécessairement. Mais je pense que ça va faire mal aux gens, aux constructeurs, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui trouvent que les voitures sont un peu chères. Et la subvention, on dirait que ça les attire. Parce que ça diminue la valeur. C'est toujours bon. Non, j'étais déjà en processus de décision pour en acheter un cette année-là. C'est sûr que le fait que les incitatifs vont disparaître, c'est sûr que ça motive un petit peu plus, mais j'étais déjà dans le marché d'une façon ou d'une autre. Là. Ça risque de nous la faire devancer, en effet. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZ2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge à la Journée de l'environnement de Joliette le 11 mai de 10h à 16h. C'est à la Place Bourget, 31 Place Bourget à Joliette. L'AVEC se recharge également aux portes ouvertes CFRN de Rimouski le 11 mai de 10h à 16h. C'est au 424 Avenue Ross. L'AVEC se recharge au Prévost Rendez-vous environnemental. C'est le 18 mai de 9h à 13h à l'école Val-des-Monts à Prévost. Ensuite, il y a les tests de bornes sur rue niveau 2 dans plusieurs municipalités du Québec organisés pour et par les bénévoles de l'AVEC. C'est du 18 au 20 mai. Tous les détails sur le site web de l'AVEC dans la section événements. L'AVEC se recharge à la Journée de l'environnement de Saint-Sauveur le 26 mai de 8h30 à 12h. C'est au 1 Place de la Mairie à Saint-Sauveur. L'AVEC se recharge à la Journée de l'environnement de Boucherville le 1er juin de 9h30 à 15h30 au Centre multifonctionnel Francine Gadebois. C'est au 1075 Lionel Daunet à Boucherville. Et finalement, l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC, c'est le samedi 15 juin 2024 de 11h30 à 16h. Ça aura lieu à la salle Félix-Leclerc. C'est à Sainte-Marthe, à Trois-Rivières. Donc, toutes les informations sont également sur le site web de l'association.
Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Stéphane Levert, Louis-Vincent Courchaine, Sébastien Côté, ainsi que Daniel Rochefort. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF, Vitres teintées, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les véhicules électriques, consultez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à une boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.